dernier engouement technologique. Je clique là-dessus. Un de ces nouveaux mondes virtuels mérite, à mon avis, une réelle attention. C'est le métaverse d'entreprise. Pourquoi? Parce que, en fait, il est en rapport avec mes activités et des gens qui m'entourent. Alors, ça me paraît plus intéressant que les folies des stars qui achètent une fortune des maisons virtuelles et d'autres qui suivent pour spéculer. Le métaverse d'entreprise, c'est une copie numérique de l'économie physique. Il faut rapprocher jumeaux numériques et métaverse d'entreprise. Et comment la copie numérique de l'économie physique promet peut-être de bouleverser le monde. Un jumeau numérique, c'est une réplique numérique d'un objet, d'un processus ou d'un système. Alors, parmi les développements réalisés autour de l'intelligence artificielle, le concept de jumeau numérique fait son chemin. Développée par l'industrie 4.0, cette représentation numérique offre de nombreuses possibilités. Elle permet de renforcer la performance des produits, d'anticiper les étapes et leur cycle de vie, ou encore de planifier les activités d'une chaîne de production tout entière. Les jumeaux numériques améliorent les performances industrielles, les capacités des outils de fabrication, les processus de production et les besoins de maintenance. Je pense que le métaverse est un concept transitoire. Il donne une cohérence à une multitude d'innovations déjà opérationnelles. Et leur impact de ces métaverses va être systématisé et amplifié. Donc, le métaverse est une innovation de rupture. Il conduit à une nouvelle organisation de la production. Jusqu'à présent, le modèle de référence de la production, c'est celui de l'entreprise industrielle classique. Donc, les métaverses, ils vont permettre la combinaison de toutes les fonctionnalités d'innovation existantes et leur évolution. Les vagues successives de la révolution numérique ont bousculé les secteurs entiers comme les télécoms, les médias ou les commerces. Et la disruption part à l'assaut de tous les secteurs. Et elles ont fait triompher les big tech, essentiellement les GAFAM et les BATX chinoises. Elles exercent le pouvoir sur la formation, sur le savoir, sur la création, sur l'innovation, sur la collaboration, sur la commercialisation, sur la finance et la gouvernance. Donc, sur toute l'économie. La nature des enjeux a déjà été révélée par le cloud computing. De même, les métaverses sont des vecteurs d'innovation et de croissance. Mais ils sont fournis, nous l'avons dit, par les big tech. Donc, ils représentent un risque de perte de souveraineté numérique. Et le cloud est à la transition numérique ce que la centrale électrique était au cours de la deuxième révolution industrielle de 1880, et les métaverses sont l'équivalent des éclairages et des machines électriques. Alors, au motif de la souveraineté, je pense qu'il ne faut pas freiner l'adoption de technologies essentielles à notre puissance économique pour un pays comme la France, par exemple. Il ne faut pas refaire les erreurs que nous avons commises avec le cloud. Comme si l'on avait freiné l'usage de l'ampoule électrique au motif que son inventeur, Edison, était un Américain. Il fallait bien sûr l'adopter en avance sur nos concurrents pour innover. Et à partir de l'ampoule électrique, les frères Lumière ont inventé le cinématographe. La Silicon Valley, en Californie, a été la région des États-Unis où ont émergé des startups. Mais très souvent, le succès là-bas tient à l'agrégation d'innovations. Et ces innovations n'ont pas forcément été trouvées et réalisées en Californie. Par exemple, dans un iPhone, il y avait 4 ou 5 blocs technologiques. Un venait du Japon, l'autre d'Allemagne, l'autre de France. Il y a eu une agrégation de blocs. On peut considérer que la France de 1890 à 1914, en termes d'innovation, a appliqué la méthode que la Californie a appliquée récemment. Dans le domaine de l'innovation, la France a été ultra douée durant cette période de 1890 à 1914. C'est-à-dire, ça a été l'exposition universelle de 1889
avec la Tour Eiffel. Et là, la France rayonnait sur le monde entier et avait une innovation. C'est la période de la belle époque et le temps de l'avènement de l'idéal du siècle des Lumières, du libéralisme et de l'esprit de révolution de 1789. Donc, si je reviens, à l'époque, on n'avait pas inventé la lampe électrique, le bulbe. Il a été inventé, je l'ai dit, par un Américain, Edison, sauf que la première ville lumière a été Paris. Donc, il faut distinguer le lieu où les choses sont inventées de là où on les applique. Et on s'enrichit aussi en appliquant. À mon avis, ce que l'État français doit freiner, avec une dimension européenne, ce sont les cyberattaques, ce sont les pratiques anticoncurrentielles des GAFAM et des BATX, c'est leur excès de captation et d'exploitation des données, étant entendu que les données les plus stratégiques, on peut les crypter. Et ce que l'action publique doit encourager, laisse-moi finir, doit encourager, c'est l'utilisation intensive des technologies par les entreprises de toute taille, les ETI, les groupes, les PME, les PMI, les TPE et les aides à l'innovation. L'État doit définir dès aujourd'hui sa stratégie pour les métaverses, comme par exemple la Corée du Sud l'a fait. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christophe. Donc, après cette introduction très intéressante de la part de Christophe, nous allons passer au métaverse et ses enjeux avec une définition précise de la part d'Isabelle Jean, ainsi que les impacts sur les relations humaines et les enjeux technologiques, économiques et notamment de souveraineté. Donc, Isabelle, la parole est à vous. Oui, Mevlana, et merci Christophe pour cette très bonne introduction qui me permettra d'être un peu plus concise sur la partie… Je vais faire un peu plus fort, Isabelle, excuse-moi, le micro. Vous m'entendez bien là? Il faut mettre là le micro près de ta bouche, oui. Oui, ok. Vous m'entendez? Oui, très bien. Merci beaucoup Christophe pour cette très belle, très intéressante introduction qui me permettra de faire plus court sur la partie de la souveraineté, donc ce qui n'est pas plus mal. Donc en fait le métaverse, bon, ben, on voit bien que ça agite un petit peu tous les… En ce moment, c'est le mot à la mode. En fait, ce que je dirais pour les métaverses, pour introduire les choses, c'est que nous sommes à l'aube en fait d'une grande révolution technologique, cognitive et anthropologique. En fait, la question n'est pas tant de savoir si le métaverse va arriver, est-ce que c'est un mythe, est-ce que ça relève de la dystopie, puisqu'on a vu que ce terme n'était quand même pas très nouveau, ou est-ce que ça va arriver, mais moi je dirais plutôt quand ça va arriver. Et quelle est la réalité qui se cache derrière ce terme, qui est complexe et qui est difficile, parce qu'en fait, il renvoie à une réalité qui n'est pas encore figée, qui n'est pas encore aboutie, et surtout pour quels enjeux. Et ça, c'est tout le débat, en fait, et je pense que c'est intéressant, et je vous remercie d'organiser cette conférence, parce que c'est important de pouvoir apporter un éclairage en regardant, en fait, ce qui s'est passé au niveau de la structuration du web et ce qui pourrait advenir. Donc, en fait, effectivement, bien qu'il soit à ce stade extrêmement complexe, en fait, de définir ce que le métaverse, ce qu'est le métaverse de manière très précise, on peut quand même percevoir quelques éléments à travers les successives révolutions industrielles. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que derrière chaque grande révolution technologique, c'est toujours caché une révolution économique, industrielle, sociétale, cognitive et anthropologique. Donc, en fait, le terme de métaverse, bon, bah, c'est la fusion du terme méta qui veut dire au-delà et de l'univers, donc un environnement, comme l'a dit Christophe, hein, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais en fait, il s'agit quoi concrètement? Il ne s'agit plus de regarder le web, mais il s'agit de le vivre. Et de le vivre à travers une incarnation virtuelle, donc l'avatar. Donc, ce sont des environnements persistants, et ça, j'insiste là-dessus, immersifs et interactifs, où effectivement, chacun va pouvoir reproduire le réel, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu artistique, dans le milieu culturel, mais de manière beaucoup plus puissante en termes cognitifs que ce qu'on peut connaître à travers le web classique. Donc, en fait, effectivement, on voit que ce terme a un petit peu été à la mode, et moi, ce qui m'a assez interpellée, c'est que au final, c'est un terme qui peut être relevé d'un anachronisme, en fait, le métaverse, puisque ça existe depuis les années 2000. On peut citer certains acteurs pionniers, notamment comme Second Life, dont le terme était assez symptomatique, puisqu'il s'agissait d'une seconde vie virtuelle. Et donc là, on voit que le métaverse, en fait, génère un effet de mode, mais qui, de mon point de vue, n'est absolument pas transitoire, puisqu'on va vers vraiment une nouvelle itération du web, qui va emporter avec elle
justement ce que je disais, un nouveau rapport aux autres, un nouveau rapport au temps et un nouveau rapport à l'espace. Donc, on voit bien que ça attire un petit peu toutes les convoitises, mais on voit bien aussi qu'il y a beaucoup d'acteurs qui s'y sont essayés depuis un certain nombre d'années et que c'est un environnement qui est à la base aussi issu des jeux vidéo. Et on voit bien dans toutes les déclinaisons actuelles que toutes les grandes plateformes métaverses comme Decentraland, Roblox, Fortnite, etc., c'est vraiment de là que part ce phénomène-là. Mais comme toute, je dirais, toute révolution numérique, en fait, on voit bien que dans la révolution numérique, par exemple du peer-to-peer, le milieu de l'entertainment a été le point d'entrée de nombreuses révolutions. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir d'où l'on part pour savoir où l'on va, en fait. Parce qu'effectivement, la construction est telle que l'a souligné Christophe, hein, la construction du web, si on en revient un petit peu à la genèse d'Internet, on voit bien qu'en fait, de quoi il s'agit? Il s'agit de l'interconnexion entre hommes, en fait, concrètement. Et le métaverse, c'est un peu une façon un peu paroxystique, en fait, de cette interconnexion entre hommes, où on va pouvoir, au sein d'environnements immersifs, se resocialiser. Donc, c'est des espaces de resocialisation. Et avec la crise sanitaire, on a bien vu à quel point le numérique avait imprégné tous les pans de notre vie, en fait. Donc, en fait, c'est l'histoire du métaverse, pour essayer de revenir là-dessus, c'est vraiment, je dirais, c'est l'histoire de l'homme moderne interconnecté qui prend sa source, en fait, dans la communication en réseau de machine à machine. Alors, tout ça est parti effectivement de projets au niveau du iMatic. Donc là, on remonte aux années 60, et notamment le projet ARPANET, qui était l'idée de créer le premier réseau à transfert par paquet de données, qui avait été bien évidemment porté par la DARPA, donc la défense américaine. Et donc, ça date déjà d'il y a plus de 50 ans sur la première communication effectuée avec succès. Mais enfin, cette démocratisation du web et cette démocratisation future du métaverse, elle date des années 80 et elle date de l'arrivée en fait de ce qu'on appelle le 3W, World Wide Web, qui est une invention en fait qu'on doit à un ingénieur britannique qui était profondément animé par tout ce qui est vent de liberté, le partage, etc. Et donc, je trouve que c'est intéressant de bien comprendre ces fondements pour voir un petit peu vers quoi on tend et quelle est la structuration actuelle du web, parce que c'est ce qui va conditionner l'évolution future du métaverse. Donc, effectivement, comme je le disais, le 3W, donc cette démocratisation du web, elle est intervenue parce qu'on a pu avoir des interfaces graphiques. Et ça a permis en fait que le web, le numérique, fasse son irruption dans le quotidien de chacun. Tout le monde a un téléphone et on a vu avec la crise encore une fois, vraiment une démocratisation même chez les populations un peu plus rétives à la technologie, chez les seniors, que c'était un moyen de pouvoir conserver des liens humains, à tout le moins, même si ça ne remplacera pas encore une fois le réel, mais de pouvoir conserver des espaces de socialisation. Et donc, en fait, ce lien permanent, c'est concrètement, c'est vraiment ce qu'incarneront les métavers, c'est ce qu'incarnent actuellement les réseaux sociaux et ce qu'a très justement dit Christophe Dubois-Damien, c'est sur justement les enjeux de souveraineté. Parce qu'effectivement, dans cette prochaine itération du web, qui est le métaverse, il faut bien comprendre en quoi les modèles économiques sous-jacents, et donc le modèle économique où la donnée est devenue l'or noir du XXIe siècle, va conditionner beaucoup de choses, et notamment en termes d'impact, je dirais, cognitif et sociologique. Et ça, c'est très important à comprendre, parce qu'effectivement, à quoi on a assisté? Donc, on est parti, effectivement, c'est pour ça que je suis revenue un petit peu sur la genèse de l'Internet, à un projet de partage de la connaissance, etc., un modèle ouvert de communication entre machines, a de plus en plus, en fait, cette démocratisation du web a vu, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. On a vu que de plus en plus, on s'est retrouvé face à un oligopole, et c'est ce qu'a dit Christophe, avec formation de deux grands pôles, avec d'un côté les GAFAM et de l'autre côté les BATX au niveau de la Chine. Donc, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que tout ça, en fait, c'est très simple. Enfin, moi, je suis économiste de formation, donc je pourrais en parler des heures, mais
toute l'économie des réseaux, elle est très riche d'enseignements pour expliquer en fait cette situation de quasi-monopole qu'on a trouvé et qu'on voit clairement avec d'un côté Facebook, Microsoft, Apple, etc., etc. Pourquoi cette structuration en quasi-monopole? Parce que bien évidemment, tous ces coûts pour créer cette technologie présentent des coûts fixes de recherche et développement, de conception qui sont extrêmement élevés. Et une fois réalisés, leurs coûts de reproduction sont quasi nuls. On voit bien la valorisation, la capitalisation boursière en fait de toutes les valeurs technologiques sont supérieures en fait à toutes les valeurs industrielles. Donc c'est vraiment très symptomatique en fait d'une économie qui est complètement différente et qui va s'appliquer au métaverse. Donc c'est important de comprendre vraiment comment ça se passe actuellement pour comprendre ce vers quoi on tend. Et donc dans cette économie des réseaux, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la valeur d'un réseau, elle s'accroît au fur et à mesure de sa croissance. Donc, l'atteinte d'une taille critique, elle crée des économies d'échelle du côté de l'offre et des externalités positives du côté des utilisateurs. En d'autres termes, en fait, la valeur d'un réseau, elle s'accroît au fil de l'atteinte d'une taille critique d'utilisateurs et on voit bien le modèle de Facebook avec ses 4 milliards d'utilisateurs. Et c'est ce qu'on voit au fur et à mesure se retranscrire, que ce soit avec TikTok ou avec d'autres réseaux, et maintenant avec les métaverses, avec Roblox, Sandbox, etc., qui commencent à vraiment avoir une masse extrêmement significative d'utilisateurs. Donc, au final, cette économie des réseaux, on voit qu'elle va se dupliquer en fait au niveau des métaverses et que, pour le coup, on peut s'interroger sur quel modèle futur sur quel modèle, quelle tendance on va avoir. Et donc, effectivement, on se rend compte que le phénomène classique de rétroaction positive, en fait, selon lequel l'offre et la demande interagissent, elle conduit de manière quasi inéluctable à une polarisation du marché sur un nombre d'acteurs réduit. Donc, tout ça, ça nous interroge, en fait, sur comment va se retranscrire ce métaverse, puisque de manière originelle, le métaverse, c'était un grand environnement, en tout cas, si on s'en réfère au livre de Stephenson, donc le samouraï, le dernier samouraï, où il explique en fait que voilà, le métaverse, il n'y a pas plusieurs métaverses, mais il y a un métaverse. Et ça, c'est une grande interrogation et à ce stade, il est impossible de dire ce vers quoi on tend. Mais en tout état de cause, ce qui est intéressant de comprendre, et c'est pour ça que je vous parle de l'économie des réseaux et de la structuration actuelle du web, c'est que ce sont les enjeux de position dominante et de puissance derrière, puissance économique, puissance financière, etc. Et on voit bien que le modèle des GAFAM est inéluctablement en fait de maintenir une position dominante, puisqu'on a vu Facebook procéder à des rachats successifs de la concurrence avec WhatsApp, Instagram, etc. Donc ça, je ne reviens pas justement, merci Christophe d'avoir évoqué le sujet, sur la question de la concentration et des enjeux de souveraineté, puisque c'est en creux ce qu'on devine derrière. Alors pourquoi on parle du métaverse maintenant alors que c'est quelque chose qui existe depuis déjà les années 2000 en fait, mais il y a beaucoup d'éléments, je dirais, qui portent à croire que nous sommes à l'aube d'une révolution assez similaire à ce que les entreprises et les marques ont connu donc avec l'avènement dans les années 90 du World Wide Web. Donc en fait, il y a plusieurs facteurs en fait qui concourent à un faisceau convergent pour expliquer pourquoi est-ce que ce qui pourrait relever d'une dystopie va se retranscrire dans la réalité. Premièrement, il y a une accélération des usages. Donc là, on l'a vu, le virtuel s'est invité dans chaque interstice des relations humaines. Et la preuve en est ce soir sur cette conférence que vous avez organisée. Donc, on voit bien que le virtuel a imprégné tous les pans de la société, que ce soit l'entreprise, même l'administration, les relations sociales et même la politique. Là, on est en période électorale et on voit bien qu'il y a un enjeu majeur de présence sur les réseaux sociaux. Donc, la pandémie, au final, elle n'a fait qu'accélérer une tendance qui était déjà à l'œuvre depuis de nombreuses années, notamment aussi au niveau des plus petites entreprises qui ont passé le cap de la numérisation. Mais la promesse, au final, c'est être relié aux autres en permanence par la technologie. Bien que pendant la pandémie, on a vu qu'il y avait quand même ce phénomène de solitude et que la technologie pouvait arriver
pouvait trouver quand même certaines limites, on a vu au niveau de l'éducation notamment, donc ça vous en parlerez certainement mieux que moi. Mais en tout état de cause, il y a quelques chiffres qui sont intéressants. Par exemple, les Français ont passé en moyenne 2h25 par jour sur le web pendant la crise sanitaire, principalement depuis leur téléphone portable. Et alors pour les 15-24 ans, on a quelques stats, c'est plus de 4 heures par jour sur Internet. Et plus de 8 Français sur 10 ont utilisé les réseaux sociaux, messagerie instantanée. Donc on voit que effectivement, c'est des nouveaux usages qui s'inscrivent de manière significative dans la durée. Et notamment, ça a bénéficié aux environnements plus immersifs, dont le nombre d'utilisateurs ne cesse de croître. Je pourrais vous citer notamment, je pense que vous en avez tous entendu parler, le concert de 2020 de Travis Scott, qui a attiré plus de 12 millions d'utilisateurs dans le jeu Fortnite. Et donc là, c'est vraiment symptomatique d'une révolution en fait des usages. Roblox compte 40 millions d'utilisateurs. C'est 2 fois plus qu'il y a 2 ans. Donc, on voit bien la marge de progression qui est absolument phénoménale. Ensuite, je dirais que le deuxième faisceau convergent, facteur d'accélération, c'est l'accélération technologique. Parce qu'effectivement, depuis Second Life, qui a vite atteint ses limites, je dirais, on dispose plus du tout de la même donne technologique puisqu'on a des capacités graphiques, une puissance de calcul des ordinateurs, le déploiement des infrastructures 5G, bientôt la 6G, les technologies de réalité virtuelle et augmentée qui vont jusqu'à superposer, hein, on l'a vu dans quelques éléments, superposer le réel et le virtuel. Donc, c'est autant de paramètres en fait qui nous permettent d'envisager de passer de cette fiction, cette dystopie à la réalité. Au-delà de ça, en fait, il y a aussi un facteur d'accélération qui est toutes les technologies de cryptographie avec la blockchain, les NFT, etc., qui sont des jetons non fongibles. Et je pense qu'il y a un intervenant qui en parlera, donc je ne développerai pas le sujet, mais on voit qu'il y a tous ces facteurs-là qui permettent qu'il y ait une économie en fait qui se crée au niveau des métaverses. Oui, je pense. On en parlera après. Au-delà de ces 2 facteurs de convergence en fait, qui effectivement expliquent cette accélération du métavers, cet engouement, je dirais qu'il y a aussi, face à cette nouvelle itération du web qui peut être perçue comme une disruption, mais pas uniquement, parce qu'il y a une forme de continuité quand même, et les environnements seront amenés à se superposer. Mais de mon point de vue, et ce qui est important, et ce pourquoi je suis là, c'est que vous compreniez à la fois les enjeux économiques, mais aussi les enjeux sociétaux et éthiques. Parce qu'on n'a peut-être pas pleinement tiré les enseignements de ce qui a pu se passer avec le web actuel. Et notamment, on voit qu'il y a eu toute une commission qui a été lancée, menée par le sociologue Gérald Bronner, sur les lumières à l'ère numérique, sur les enjeux démocratiques notamment, hein, de toutes les fonctions algorithmiques qui sont portées par ces grandes plateformes. Donc, je vais rapidement aller sur les enjeux économiques parce que je pense que, voilà, pour vous donner quelques ordres grandeur de masse, le métaverse, on voit bien, hein, dès lors qu'il y a les GAFAM qui se précipitent dessus, c'est un peu perçu, je dirais, comme une nouvelle Eldorado économique. Il y a quelques estimations, hein, avec on a quelques chiffres à portée de main, notamment pour 2021, on estime que c'est un marché qui est de plus de 30,7 milliards de dollars et qui pourrait atteindre, donc là on voit la marge de progression qui est absolument faramineuse, 280 milliards de dollars d'ici à 2025. Donc ça c'est un rapport de stratégie analytics, mais il y en a d'autres, hein. Bloomberg indique même que le marché de métaverse pourrait atteindre 3 000 milliards de dollars à horizon 2030. Donc, on voit bien le potentiel économique massif, hein, qui va révolutionner notre rapport à la consommation et notre rapport à toutes les interactions professionnelles, le métaverse d'entreprise, le métaverse, les interactions sociales, encore une fois, l'accès à la connaissance, et ça, c'est aussi quelque chose de très important, l'accès à l'art, l'accès à la culture, etc., etc. Bon, bien évidemment, tout cela est parti des jeux vidéo, donc qui sont les points de comparaison à ce stade sur les enjeux économiques. Avec Roblox, etc. On voit bien que ça offre de nouvelles possibilités pour tout le secteur des nouvelles technologies, hein, comme Apple, Snapchat, Microsoft, qui investissent des sommes massives, hein,
Meta, donc Facebook, anciennement Facebook, a investi plus de 10 milliards de dollars en annonçant son futur métaverse. On voit bien que ça s'inscrit progressivement dans de nombreux domaines. Notamment, on peut citer aussi l'immobilier virtuel. Plus de 100 millions de dollars ont été investis en immobilier virtuel. Et puis, bien évidemment, les marques. Donc, au niveau du marketing, on voit qu'il y a Adidas, Balenciaga, Gucci, Pepsi, Dolce & Gabbana qui a quand même récolté plus de 5 millions de dollars via la vente de 9 NFT. Donc, on voit bien que vraiment, c'est un marché colossal et qui, bien évidemment, attise les convoitises et les marques se précipitent en assurant leur présence, notamment Carrefour qui vient de signer un partenariat avec Sandbox. On voit bien que toutes les marques comprennent bien les enjeux importants pour justement aller vers ces communautés qui seront les communautés de demain. Pour autant, je dirais que l'entrée dans la course des GAFAM, elle n'est absolument pas neutre sur la façon dont on va structurer le métaverse. Parce qu'à ce stade, comme je disais, le métaverse, a priori, normalement, ça devrait être un grand environnement unifié. En tout état de cause, actuellement, ce qu'on observe, c'est que c'est une multitude en fait, de différents environnements qui ne sont pas interreliés les uns aux autres, en raison de l'absence, bien évidemment, d'interopérabilité entre les plateformes. Donc, on a une coexistence en fait entre des modèles centralisés et fermés et des modèles décentralisés et ouverts. On peut citer notamment Decentraland. Et donc, ces deux visions, en fait, elles portent ces deux modèles, ces deux schémas portent une vision assez antagoniste de ce que sera le futur métaverse s'il venait à s'unifier. Et c'est en ça que c'est intéressant par rapport au point de départ originel de la structuration actuelle du web, et qu'on s'imagine que les cartes vont peut-être être rebattues et que les acteurs qui sont en position dominante actuellement ne seront peut-être pas ceux de demain. Et c'est en ça que c'est intéressant, parce qu'effectivement, l'arrivée des GAFAM, elle est extrêmement déterminante. Bien évidemment, ce sont des acteurs qui ont une puissance économique, politique, qui est vraiment déterminante et qui devrait bousculer, de mon point de vue, les schémas actuels. Après, les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets et on ne peut pas oublier les conséquences, notamment sociétales, de ces prédominances et de je dirais, ce contrôle en fait de l'individu. Et donc, cette compétition vraiment féroce qui s'annonce, on va, de mon point de vue, vraiment s'orienter vers encore une fois une course au gigantisme. Et la tendance naturelle, elle semblerait pousser en fait pour un cloisonnement des environnements de chaque grande plateforme, mais on pourrait voir plusieurs scénarios qui pourraient émerger. Par exemple, un modèle monopropriétaire, tel que ça avait été envisagé dans la dystopie que j'ai citée au tout début de propos. La pure retranscription en fait de l'oligopole technologique actuel polarisé en fait entre les GAFAM et les BATX, ou alors un modèle où cette pluralité continuerait à exister. Donc, on envisage bien évidemment tous les enjeux de souveraineté économique, enjeux de souveraineté numérique et politique derrière. Mais ce dont je voudrais parler maintenant, et pour finir mon propos, c'est sur en fait, ces nouveaux usages et de la profonde révolution cognitive qu'emporte le métaverse avec lui. Parce qu'en fait, cette fusion annoncée entre le réel et le virtuel, c'est l'avènement justement de cette profonde révolution cognitive. Notamment, je peux vous citer un rapport de la Harvard Business Review qui explique que la réalité augmentée, elle offre un nouveau paradigme de transmission d'informations et qu'elle améliore notre capacité à absorber rapidement et précisément de l'information. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester, de rentrer dans les métaverses, mais effectivement, le fait que tous les sens soient stimulés, ça a une puissance cognitive vraiment complètement phénoménale. Et c'est en ça que la structuration est importante, de savoir qui maîtrisera le métaverse et pour en faire quoi. Et donc, tous les sens sont impactés et révolutionnés, même jusqu'au toucher, grâce aux innovations haptiques à venir, qui vont vous permettre de pouvoir reproduire la sensation de bouger la main, la capacité à ressentir la pluie,
Donc, c'est vraiment une révolution qui est phénoménale, qui s'augure. Et le philosophe Michel Serres, que j'aime beaucoup et qui cite des choses très intéressantes, il parle même d'externalisation en fait, des fonctions corporelles et cognitives. Et de mon point de vue, cette révolution cognitive, elle naît de plusieurs bouleversements. Premièrement, en fait, l'être avatarisé, c'est une bouleversation en fait, du rapport à l'espace. Donc, c'est une nouvelle perception de l'espace. Donc, un espace où la distance n'existerait pas, parce qu'on peut se téléporter d'un point A à un point B de manière très simple. Donc, c'est vraiment une révolution cognitive de ce point de vue-là sur le rapport à l'espace qui est très structurant. Ensuite, c'est un nouveau rapport au temps, en fait. Parce que de manière très, très factuelle, dès lors qu'on n'a plus de déplacement, par exemple, pour aller au travail et qu'on va pouvoir le faire dans un métaverse d'entreprise, le rapport au temps n'est plus le même. Et en tout état de cause, il y a même des chercheurs qui ont envisagé qu'on pourrait naviguer entre le passé, le présent et l'avenir, de telle sorte que le temps pourrait ne plus exister, en fait, puisque on pourrait extrapoler, faire des expérimentations pour faire des choix dans le métaverse pour expérimenter et valider les choix à réaliser dans le présent. Donc, ce rapport à l'espace, ce rapport au temps, il n'est pas sans susciter d'interrogations, en fait. Et vraiment, des interrogations qui ont mon point de vue, et je finirai là-dessus pour interpeller votre attention, c'est que au-delà de cette révolution cognitive, donc vraiment qui a un rapport différent à l'individu, puisque ce rapport aux autres, cette proximité, le numérique emporte tout ça avec lui, et c'est pas sans susciter de questions existentielles sur la place de l'homme et de son avenir au sein d'un monde où le virtuel et le réel iraient jusqu'à se confondre. Et ça nous projette vers une profonde transformation anthropologique, puisque ça impacte les fonctions premières d'intégration et de cohésion de l'individu. Le sens vraiment donné aux liens qui unissent les hommes, c'est quasiment, on pourrait le qualifier de futur séisme en termes de normes et d'interaction sociale, puisque finalement, ce qu'on peut se demander, c'est comment les individus vont interagir dès lors que le réel et le virtuel pourraient se confondre. Enfin, ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'avènement, de mon point de vue, des mondes virtuels du métaverse, c'est vraiment une révolution anthropologique majeure, peut-être même sans précédent dans notre longue histoire humaine, parce que les notions, ça touche à la notion vraiment d'identité, d'ubiquité, de temporalité qui vont être profondément transformées. Et l'anthropologie, elle est de son point de vue essentielle parce qu'elle permet de cerner vraiment les enjeux qui se réfèrent à ce futur où le réel et le virtuel iraient jusqu'à se confondre et où on irait même jusqu'à repousser en fait les limites de l'intrication entre l'homme et la machine, jusqu'à cette fusion quasi complète en fait de nos identités, de notre propre identité, de notre identité numérique, ce vers quoi nous allons, de notre corps avec la technologie, après avec un certain nombre de devices, que ce soit bientôt les lunettes qui permettront de pouvoir se projeter dans ce nouvel environnement. Mais au final, c'est la question de l'union entre l'homme et de son avatar qui est en creux. Et de cette union, elle naîtrait en quelque sorte une nouvelle identité qui nous amène, et là j'en viens plus à des questions philosophiques, éthiques, à redéfinir en fait la distinction essentielle en fait entre l'être et l'étant, entre l'être, l'individu et l'étant, la chose en fait. Et ça, c'est une différence ontologique en fait qu'a bien explicité le philosophe Heidegger. Et quand on rompt avec ce principe qu'on n'a plus de séparation entre l'être et l'étant, c'est absolument pas neutre sur le rapport aux individus, sur le rapport qu'on a sur la cohésion sociale et sur notre fonction, sur notre socialisation. Et au final, et je finirai mon propos par ça, tout ceci nous précipite au final les métaverses vers la question de Kant,
de ce qu'est l'homme et in fine de ce qu'est la vie. Voilà. Je vous Merci remercie. beaucoup Isabelle pour cette introduction et cette partie très intéressante sur les enjeux du métaverse et la question philosophique de la fusion entre le réel et le virtuel, qui est une des parties structurantes des principaux enjeux du métaverse, et si ce n'est que le réel pourrait le virtuel pourrait même dépasser le réel. Alors, je passe la parole à Luce qui va introduire donc le débat, la discussion entre nos trois intervenants, donc Cyril Nardon, Pierre-Loup Dupré et Isabelle Jean, qui vont revenir sur leurs expériences, sur des cas concrets et également revenir sur les principales notions du métaverse au sein d'une discussion qui aura lieu maintenant. Donc, Luce, je te laisse la parole. Merci, Mevlana. Donc, voilà. Donc, pour faire un petit rappel sur les trois speakers, pour les représenter très rapidement. Donc, Isabelle Dijean est fondatrice de Vox Nation. Cyril Nardon est le fondateur de Art Design Story. Et Pierre-Loup Dupré est le fondateur de Happy Metaverse. Donc, ils pourront présenter dans la prochaine partie leur projet en lien avec le métaverse. Et donc, je vais lancer la partie discussion autour du métaverse, donc, qui est une innovation majeure et révolutionnaire. Et tout d'abord, je voulais vous demander quels sont, selon vous, les apports du métaverse dans le monde actuel. Donc, je ne sais pas si Cyril Nardon veut commencer à répondre à cette question. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci Christophe et Isabelle pour votre belle présentation. Pour moi, clairement, et ça a été posé dans le fil de discussion, les enjeux de l'intergénérationnel et de l'interopérabilité de tous ces nouveaux espaces immersifs est sûrement la clé. Moi, je suis père de 4 enfants, je suis chef d'entreprise, j'ai 4 enfants dont l'aîné a 14 ans, ils n'ont pas de téléphone portable. J'ai pas envie d'être has-been très très vite, et donc j'espère bien que tous ces nouveaux environnements immersifs seront assez vite, et en tout cas nous on œuvre pour ça, mais on le vit de l'intérieur au sein de la startup, de clairement permettre c'est le pitch de notre startup. Et si l'art nous rapprochait, et l'art puisque ça a démarré sur une partie artistique, mais l'art on l'écrit pas forcément que ART, on l'écrit AR, c'est ce que la réalité augmentée. Nous, on est très aux orientés métaverse, réalité augmentée. Vous êtes un peu moins sur la partie réalité virtuelle qui a beaucoup été explicitée et comme le disait Isabelle, de Second Life il y a quelques années, peut-être plus notre génération que certains étudiants là, qui nous écoutent. Donc voilà, j'espère vraiment que les enjeux seront là-dessus. L'intergénérationnel à court terme et pas de créer des scissions entre les générations. Merci Cyril. Est-ce que Pierre-Loup, vous pourriez nous expliquer pourquoi, selon vous, le métaverse est une innovation disruptive au service de multiples secteurs? J'ai pas très bien entendu ce que tu as dit. Enfin, tu peux répéter la phrase, s'il te plaît? Oui. Alors, pourquoi, selon vous, le métaverse est une innovation disruptive au service de multiples secteurs? Déjà, pour moi, le métavers, ce n'est pas une innovation réellement disruptive. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes sur le truc, ou ce que j'appellerais même un peu vulgairement de perturbation intellectuelle. Les gens ont toujours du mal à définir vraiment ce que c'est. En fait, je dois vraiment recadrer sur la question parce que sinon, on va devoir on va devoir retourner depuis le début. Mais en gros, le seul intérêt du métaverse, en réalité, c'est la notion de rareté et de valeur décentralisée, et blockchain, etc. Parce qu'en fait, c'est là justement qu'on peut avoir des choses dans le droit, parce qu'on peut quantifier des choses. En fait, c'est la notion d'authentique et d'officiel qui sont des concepts liés à la blockchain. C'est les seules choses en fait qui sont réellement intéressantes. On peut ouvrir la voie. Je crois que Cyril, le problème de... Non, je pense que Pierre-Loup, il faudrait que si tu peux parler dans l'axe, j'imagine, de ton micro, parce que je ne sais pas si on n'entend pas très très bien. Je ne sais pas si je suis le seul. Mais... Normal. Ah shit. Je vais essayer de changer. Ça résonne un peu. On m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend bien. On t'entend bien. Ça va résonner, je vais mettre un petit peu de lumière, sinon on va rien entendre. Donc, ce que je disais, c'était qu'en fait, l'intérêt
l'intérêt de tout ce qui était métavers, c'était la notion de valeur et de rareté, donc qui était surtout reliée à la technologie blockchain. C'était ça le plus important. Le reste, en fait, j'ai pas grand-chose à dire sur la question du métaverse en soi qui veut tout et rien dire en réalité, métaverse. Donc voilà à peu près ce que je... Très bien, merci Pierre-Loup. Et maintenant, j'aimerais du coup savoir, selon vous, dans le contexte actuel du Covid, comment nous pourrions, à quoi pourrait possiblement servir le métaverse, si vous m'entendez. Oui. Est-ce que Isabelle voulait répondre à cette question? En fait, comme le disait Pierre-Loup, ce que j'avais essayé de souligner, c'est que le métaverse, il y a beaucoup de mythes derrière. Et effectivement, la création de valeur, elle est essentielle, et toutes les technologies de blockchain, etc., ont permis cette espèce de nouvel essor, entre guillemets. Dans le cadre on a vu un regain d'intérêt, en fait, notamment sur le secteur de l'événementiel, qui se sont tous déportés vers les solutions type métaverse, avec une vraie socialisation en fait qui était possible, et ce qui n'est pas possible de faire dans d'autres environnements. Donc, on a vu que notamment, et ça il y a eu beaucoup d'entreprises en fait qui considéraient qu'il y avait notamment un ROI beaucoup plus intéressant au niveau des métaverses, que ça permettait de retranscrire en fait des activités qui étaient en quelque sorte complètement empêchées de se poursuivre. Donc c'est des nouveaux relais de croissance qui se sont produits. Au-delà de ça, je pense que pour avoir fait plusieurs expériences au niveau des métaverses, je pense que tous les usages en fait, et beaucoup d'usages sont à définir, et que tous les secteurs vont être amenés effectivement à développer de plus en plus et à recourir de plus en plus à ces nouvelles technologies, hein, que ce soit de la réalité augmentée ou virtuelle. Mais en tout état de cause, on a vu à quel point de socialisation, qui soit professionnelle ou même purement sociale, humaine, dans les jeux vidéo, qui ont complètement explosé pendant la crise du Covid. Voilà. Merci Isabelle. Est-ce que Pierre-Loup, que pensez-vous? Vous avez un avis également sur cette question? Vous pouvez mettre la question juste pour bien cadrer la réponse. Vous m'avez entendu ou pas du tout? Non, vous n'avez pas entendu Pierre-Loup. Je me demandais si on pouvait juste répéter la question pour que je puisse avoir une bonne réponse. Alors, j'ai demandé du coup à Isabelle une question, et je voulais vous faire réagir dessus. Comme vous étiez en train de changer de position chez vous, peut-être que Cyril veut répondre, veut réagir à ce qu'Isabelle a pu dire. Sur cette période, je rejoins Isabelle, l'ensemble de nos clients qui tentaient de réfléchir à des activations physiques qui avaient clairement pas forcément le budget pour pouvoir œuvrer et d'actionner et activer l'ensemble et de la partie physique et de la partie digitale, se sont assez vite, et on l'a vu nous très très vite, tout de suite orienté sur des solutions immersives, beaucoup plus faciles en termes de déploiement.
qui touchait en plus beaucoup plus de personnes. Pour vous donner un exemple et vous l'illustrer nous, à travers notre plateforme AR Metaverse qui s'appelle Fan Zone, qui est disponible sur les stores, qui s'apparente un peu, certains nous disent un peu comme Pokémon Go, certains nous parlent de ce qu'on peut retrouver sur OVR ou sur les métaverses comme On Cyber. Ça nous a clairement permis de rapprocher les gens, et je prends sur le domaine de la santé, qui est un des thèmes qui nous est cher, aussi bien sur la prévention santé que de créer des expériences immersives pour toutes ces personnes, notamment prenant les personnes âgées dans les EHPAD. Je suis moi concerné personnellement. Ça a été un véritable intérêt de pouvoir proposer, et encore une fois, toujours sur pour nous, cette phrase importante, et Szilard nous rapprochait, de travailler sur des expériences immersives de manière géolocalisée ou non, d'avoir des composants NFT et l'art ART à travers toutes ces rooms que nous proposons, qui peuvent être déployés et géolocalisés avec des composants qui sont sur la blockchain, permettait de proposer des expériences personnelles et personnalisées. Donc, évidemment que cette période Covid a été un accélérateur de ces usages. Et également, je voulais vous demander si, selon vous, donc on va peut-être commencer par Cyril, parce que je sais qu'il a un avis sur cette question. Est-ce que, selon vous, du coup, pour accéder au métaverse, nous allons avoir besoin d'être équipés de lunettes de réalité virtuelle, ce qui veut dire que si on veut atteindre, que beaucoup de personnes puissent accéder au métaverse, que la plupart de la population soit équipée en lunettes de réalité. Did you get that from there as well? Voilà. Alors clairement, nous, au sein d'Art Story, encore une fois, sur ce métaverse Fan Art Zone que je vous invite à télécharger sur les stores, il est évident, pour nous, en tout cas, que pour toucher tout le monde, on n'a pas fait ce choix d'aller sur la partie full VR, quelque chose d'inclusif. On veut pouvoir toucher tout le monde. On suit en temps réel l'ensemble des rooms qui sont aujourd'hui sur Fan Art Zone lancées. Elles sont lancées de partout dans le monde parce que on est quasiment tous utilisateurs d'un téléphone portable. Donc nous, on a voulu déporter le device et le téléphone portable. Je doute que dans 10 ans, on soit tous équipés de lunettes. Peut-être que ceux comme Olivier qui aujourd'hui ou Christophe ont des lunettes, peut-être que eux, grâce à Flelou ou je sais pas quoi, ils pourront activer et ils auront des HoloLens intégrés. Mais je ne suis pas convaincu que Isabelle, demain, on la voit avec des lunettes parce qu'elle voudra avoir l'usage ou demain avoir un casque. Et encore une fois, dans l'intergénérationnel, nous on le voit tous les jours. J'ai pu le faire encore cet après-midi sous l'Arc de Triomphe avec une expérience AR où on était 5 à vivre l'expérience à travers un téléphone portable, à travers une tablette et d'utiliser le device des personnes. Donc nous ne croyons pas à court terme sur ce déploiement. Évidemment que ça fait rêver, on voit les enjeux qui sont très forts, mais l'équipement est pour nous un frein. Et sur ces années à venir, l'intergénérationnel, pour nous, c'est le plus important. On veut pas qu'il y ait de fracture. Isabelle et Christophe en parlaient. On veut pas qu'il y ait de fracture. En tout cas, on tente, nous, de rapprocher. Et celui qui n'est pas dans l'usage, moi, je prends mon père. Je peux vous parler de mon père qui est en EHPAD à 77 ans, qui a encore son téléphone portable. Et bien aujourd'hui, grâce à, vous connaissez peut-être certains, l'Institut Raphaël, qui travaille sur la médecine intégrative, sur la santé intégrative, aussi bien en prévention et en parcours santé. Aujourd'hui, l'usage de Room sur le métaverse permet d'être un outil de travail pour le personnel médical et pas simplement d'utiliser la personne. Alors que l'usage au final, c'est pour leur faire vivre une expérience immersive. Je vous donne un dernier exemple, des rooms qui sont installés, on travaille avec la Fondation Opal, c'est 15 établissements de santé sur le nord de la France. La petite Margot, hospitalisée longue durée, qui ne peut pas bouger de son lit, et ben grâce, juste avec un téléphone portable, voire l'équipement aux étages, permet d'installer autour d'elle une expérience 100% immersive dont le contenu est piloté en temps réel par les copains d'école et la maîtresse.
Et donc là, on casse l'isolement, on rapproche. Le rapprochement souvent et l'isolement est souvent lié, on pense à la famille. Non, les enfants arrivent, je prends les enfants hospitalisés, mais on pourrait prendre bien toutes les générations. Et donc, grâce à ces outils et grâce au téléphone portable. Donc, je doute encore une fois que dans ces prochaines années, le casque sera assez déployé. On est sur une génération évidemment de 3 milliards de gamers. Eux, ils seront tous équipés. Voilà. Nous, on tente, voilà, de manière assez humble, avec ce métavers 100% français, à tenter de rapprocher et pas de casser et de créer une fracture. J'ai pas envie d'être has-been. J'ai 44 ans. J'ai que 30 ans d'écart avec notre aîné. Notre dernière a 7 ans. J'espère bien qu'on partagera toutes ces expériences immersives ensemble. Et Dieu sait si votre génération, si on prend l'ensemble des étudiants de votre belle école, on sait que vous allez beaucoup plus vite que nous. Eh bien, nous aussi, on peut, ensemble, proposer ces expériences-là de manière immersive. Merci beaucoup, Cyril. Donc, je vais passer à la troisième partie, du coup, où on va un peu mieux comprendre les cas d'usage possibles avec le métaverse. Et du coup, je propose à Pierre Loup, s'il veut bien présenter, lui, ce qu'il a pu créer grâce à Happy Metaverse. Grâce à Happy Metaverse, vous m'entendez? Oui. Grâce à Happy Metaverse, j'ai pu créer avec mon frère un fonds d'investissement spécialisé dans l'usage de ce qu'on appelle un play to earn. Donc en fait, c'est une sorte de jeu vidéo qui n'a ni humain, ni reflet de la réalité. C'est pour ça que j'ai eu du mal pendant toute la conférence quand on parlait de monde virtuel, etc., d'humain, d'interaction sociale. Moi, dans mon métaverse, par exemple, il n'y a ni interaction sociale, il n'y a pas d'humain, et il n'y a rien qui reflète la réalité. C'est que de la fiction, des sortes de stades avec des chevaux bioniques qui courent. Vous voyez, donc on n'est pas du tout sur la vision un peu fantasmagorique qu'on a en général. Donc, c'est un fonds d'investissement où en fait les gens investissent. On va sélectionner des NFT donc des tokens non fungibles, c'est-à-dire en fait des objets numériques qui vont être liés à une blockchain, puisque là est tout l'intérêt. Voilà, c'est le seul intérêt comme énoncé. Et donc ensuite, donc, avec ces NFT-là, on va quelque part les faire jouer des courses de chevaux virtuels. Et en fait, les 3 premiers chevaux auront ce qu'on appelle donc, des rewards, donc des récompenses dans une crypto-monnaie. Et donc, c'est comme ça, après, qu'on va reconvertir l'argent en euros et rémunérer nos clients. Je tenais juste à dire que pour moi, et ça, c'est uniquement mon avis, mais je pense que l'avis est juste, dans tout ce qu'on appelle métaverse, même si on y met tout et qu'on n'est pas tous forcément d'accord sur la définition, pour moi, il n'y a rien, absolument rien, qui va changer entre maintenant et aujourd'hui, sauf économiquement, puisque socialement, on a déjà les jeux vidéo, c'est pas nouveau, comme avait dit Isabelle, ça fait depuis les années 2000 qu'on a des jeux qui reproduisent la réalité, si c'est de ça dont on peut parler. Donc, il n'y a rien qui va changer, on a tous le téléphone, Instagram, voilà, j'ai 21 ans, je dois être la personne la plus jeune de la room, même les étudiants doivent être plus âgés que moi. Ce que je veux dire, c'est que socialement, je ne vois pas comment il pourrait y avoir de réels changements. Voilà, et puis même quand Cyril va par exemple parler de la chose assez sympa qu'il a faite avec son projet d'art, au final, on est sur quelque chose là qui est super utile, mais qui n'a pas vraiment de lien avec cette idée un petit peu fantasque. Donc voilà ce que je fais avec les métavers. J'achète des NFT, on les fait concourir. Après que mon petit frère, on choisit donc les bons environnements pour les faire concourir. On gagne de l'argent et on rend le tout à nos clients. Voilà à peu près tout. Très bien. Merci, Pierre-Loup. Est-ce que Isabelle ou Cyril veut réagir à ce qu'a pu dire Pierre-Loup? Oui, ou Cyril, ou sinon j'y vais. Allez-y. On voit bien qu'il y a plusieurs visions en fait et qu'il y a une imperfection par rapport à ce qu'est le métaverse parce que justement, comme le disait Pierre-Loup, il n'y a pas d'interaction. Enfin, si j'ai bien compris, dans ce qu'il a développé, il n'y a pas d'interaction. Un métaverse, a priori, en tout cas dans les définitions principales, c'est un environnement persistant et immersif où il va y avoir des gens qui vont venir et s'incarner dans un avatar pour faire un certain nombre de choses. Alors, que ce soit des courses de chevaux ou que ce soit autre chose, peu importe en fait, si je peux dire. Mais vraiment, le métaverse, ce que c'est effectivement une plateforme numérique qui va permettre aux gens de pouvoir s'incarner dans un avatar, donc reproduire une double identité dans un environnement au sein duquel ils vont pouvoir soit jouer, si c'est une plateforme de jeux vidéo, soit
se former si c'est une plateforme de formation, soit exposer des œuvres si c'est une plateforme qui est dédiée plutôt à l'art, etc., etc. En fait. Donc, je pense que, voilà, enfin, en tout cas, la définition, les principales définitions qui ressortent sur le métaverse, après, effectivement, sur les technologies, il y a différents champs qui vont de la réalité augmentée à la réalité virtuelle. Et encore une fois, on retourne sur ce qu'a dit très justement Cyril, à savoir sur la question du support, en fait, qui n'est absolument pas neutre, et comme il l'a dit très justement, on ne fait pas de scission intergénérationnelle, et on voit bien qu'à ce stade, les supports sont totalement aboutis. Donc, il y aura un petit peu d'attente, et je rejoins sa pensée dans le sens où, effectivement, je ne suis pas certaine que tout le monde ait envie, en tout cas avec les technologies dont on dispose actuellement, ait envie d'avoir… voilà, moi, j'ai assisté au spectacle Biancali. Voilà, il y a tout un ensemble de choses et assez massif. Pour autant, là où par contre j'aurais peut-être un point de divergence avec Pierre-Louis, c'est que dès lors qu'il y a une démocratisation en fait du métaverse, s'il y avait un système unifié par exemple, Facebook, prenons l'exemple de Facebook, on va accélérer le processus. Facebook a 4 milliards d'utilisateurs. Si demain Facebook a un métaverse avec 4 milliards d'utilisateurs et qu'il utilise ces algorithmes, avec les conséquences qu'on a pu voir, il y a eu pas mal de lanceurs d'alerte sur justement ce que peuvent produire, notamment sur le plan démocratique, avec les conditions algorithmiques, donc tout le monde n'a pas le même type d'actualité, tout le monde n'accède pas à la même information, et donc il y a quand même une polarisation avec une prime contenu qui génère de l'émotion et qui vont générer du like et qui vont capter l'attention de l'utilisateur. Si on reproduit ce même processus-là dans un environnement métaverse, sachant que la puissance de captation cognitive est beaucoup plus importante, j'insiste là-dessus. Et les conséquences sont les mêmes effets, mais d'une manière beaucoup plus importante. Donc ça veut dire que demain, sur les interactions sociales, un métaverse de cet ordre-là, s'il est unifié, centralisé, avec tous les algorithmes qui vont derrière, et c'est pour ça qu'il n'y a pas tant que la question de la blockchain et de la crypto-monnaie, des NFT, il y a la question aussi des algorithmes qui vont être plugués sur les métaverses et qui vont être non pas juste en capacité de pouvoir collecter des données sur ce qu'on fait derrière notre écran avec des clics, mais qui vont être en capacité aussi de pouvoir rentrer dans notre cerveau, dans le sens où ils vont pouvoir décrypter les émotions, etc. Et donc là, on se pose la question de la data, de qui possède la data et de ce qu'on en fait, avec les algorithmes derrière qui pourront pousser des contenus qui ne seront absolument pas neutres, à la fois sur les interactions, sur la pensée et sur la réflexion de l'individu. Et donc, en ce sens, c'est là où… Parce que si on raisonne à périmètre constant, oui, on se dit, bon, bah voilà, il y a des jeux vidéo, c'est très bien, etc. Non. En fait, là, ce dont on parle, c'est du futur. On est dans la prospective. Et c'est en ça que je pense que sur les enjeux démocratiques, j'en parlerai peut-être après, ça représente un intérêt assez conséquent, dans le sens où le fait justement de recréer des grandes agoras digitales où les gens vont pouvoir parler, s'informer, etc., dans un même lieu, et donc potentiellement se dépolariser, parce qu'en allant à la rencontre de l'autre, il y a des expériences scientifiques qui l'ont très bien expliqué à Stanford, dès lors que des personnes qui sont plutôt polarisées politiquement, on va dire, elles n'arrivent pas à s'entendre dans un premier temps. Dès lors qu'elles échangent, qu'elles interagissent, il y a une totale dépolarisation qui s'opère. Et donc là, en fait, on peut prendre conscience des enjeux et vraiment de ce que permettraient potentiellement les métaverses, notamment sur cette question à l'altérité, le rapport à l'autre. Et donc, c'est ça dont je vous parle. Et qui, effectivement, je vous parle de manière peut-être plus holistique des métaverses. Mais parce que moi ce qui m'intéresse dans toute cette histoire, c'est le rapport entre l'homme et la technologie et les liens sociaux, politiques, etc. Donc voilà, peut-être pour compléter un petit peu les propos. Merci Isabelle. Est-ce que Cyril,
je sais que du coup, vous travaillez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous expliquer, vous, en quoi vous utilisez la métaverse dans votre startup pour notamment également recréer des liens pour les personnes isolées? Isabelle parlait de la double identité. On tente, nous, step by step. La startup, on l'a créée il y a 4 ans et demi. Juste pour faire un petit rappel, on a démarré cette histoire sur un concept de tableau d'art connectés, puisque des tableaux physiques, nous pouvons les scanner multi-zones et d'y associer différents contenus. Nos clients sont autonomes pour envoyer des contenus. Donc déjà, notre concept de base de la startup, c'est un tableau physique qui est, par exemple, si on prend dans le monde de la santé, dans la chambre de Madame Durand, dans son EHPAD. Exemple, tableau un peu arbre généalogique, toute la famille, petits-enfants, enfants ont un accès direct pour envoyer un contenu. Donc là, on n'est pas dans le métaverse, on envoie un contenu, on interagit à l'entertainment. Nous avons sorti ce qu'on appelle le concept de room, et de room un peu comme sur Over, où vous pouvez acheter des rooms en NFT, on va mapper le monde où vous pouvez gérer des lands sur FanArtZone. Et ce que disait Isabelle, je vais essayer de vous l'illustrer par une petite vidéo que j'ai faite cet après-midi en screenshot vidéo pour essayer de vous l'illustrer pour que vous puissiez voir ce que ça donne, même si c'est un petit peu... on a signé Paris 2024, on est très très fiers d'avoir signé Paris 2024 tout récemment pour proposer des expériences immersives sur le concept de nos tableaux. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Il faut juste que j'arrive à partager mon écran dans quelques secondes. Arrêtez. Oui, c'est bon. C'est bon? Peut-être que je vais vous mettre en co-host. Donc, pour vous les illustrer, ce qu'on appelle une room, non, c'est bon. Là, vous voyez mon écran? Non. Donc, je vais vous mettre en co-host. Commencer à partager. Ah, voilà. Okay. Oui, si, c'est bon. C'est bon. Donc là, juste pour vous montrer, c'est un screenshot vidéo grâce à FanArtZone. Donc nous, on est encore une fois sur un Metaverse AR. C'est qu'on augmente la réalité avec des composants qui peuvent être NFT, avec des avatars, avec du speak 3D, ce qui donne, voilà, je suis le menton levé, donc c'est pas un Metaverse qui est tête dans l'écran ou au pire avec des lunettes. J'installe, je peux me déplacer physiquement. J'augmente la réalité, c'est à travers le téléphone. Gagner de la hauteur, c'est à travers le téléphone que je peux découvrir. Gagner pour ses couleurs, gagner pour son drapeau. On peut gagner sur un... Vous avez, je vais accélérer pour que vous puissiez comprendre, un avatar, en l'occurrence, là, le mien, sur lequel vous pouvez interagir et potentiellement on peut tous gagner pour le titre. Soit l'expérience elle est géolocalisée sur un espace, en l'occurrence par exemple sous l'Arc de Triomphe, et on peut s'y retrouver, communiquer, échanger avec son avatar, quel que soit l'avatar. Vous apercevez le tableau connecté où on peut en réalité augmentée scanner. On a une barre qui nous reconnaît par rapport aux composants. Je scanne par exemple la zone globale et j'ai un player avec un ensemble de contenus. Je scanne, je vais accélérer, je scanne la tête de Martin Fourcade et je peux avoir un contenu, en l'occurrence présentation de Martin. Bonjour, je m'appelle Martin Fourcade, j'ai 33 ans, je suis champion olympique de biathlon et président de la commission des athlètes de Paris 2024. Paris 2024, un peu comme stories que vous avez sur Instagram. On pousse des différents contenus, donc en l'occurrence sur chaque zone, l'athlète se présente. Voilà, je prends Fabien Gillot, on scanne la tête de Fabien Gillot. Donc là, on est en expérience purement immersive avec de l'avatarisation. Bonjour à toutes et à tous, Fabien Gillot. Je pourrais vous montrer, alors ça, je vais quand même vous lire ça, on a bien aimé, c'est l'association C'est que du bonheur, pilotée par Hélène et Omar Sy, qui dit Zen Story propose une alternative innovante qui permet aux jeunes patients de maintenir un lien social et de lutter contre l'isolement grâce au tableau connecté et à la réalité augmentée. Quel bonheur pour les jeunes patients, leurs familles, leurs camarades de classe qui vivront une séparation moins douloureuse durant l'hospitalisation. Cet exemple-là qui nous tient à cœur avec l'Institut Raphaël, comment créer des parcours santé. Donc là, on est sur de la médecine aussi préventive. L'Institut Raphaël, qui est la maison de l'après-cancer. Quand on a un cancer et qu'on en a guéri, qu'est-ce qu'on fait après? Il est fondamental qu'on se préoccupe de la meilleure manière d'arriver à rebondir. La qualité en cancérologie, c'est la lenteur.
La qualité, c'est le... Voilà, petit visuel qui montre sur Fan Art Zone, quasiment en temps réel, c'est un extract, c'est d'il y a 48 heures, l'ensemble des rooms qui sont lancés. On a sorti cette Fan Art Zone il y a quelques semaines. On n'a pas encore vraiment communiqué, mais on est très très fiers de voir que l'émotion et le concept plaît. Il y a encore quelques jours en Laponie, au pays du Père Noël. Bref, donc tout ça pour dire quoi? Que l'expérience immersive qui permet de pouvoir installer certains composants, là vous avez des tableaux, mais ça peut être des photos, vont permettre de recréer un univers complètement immersif. Dans la santé, on parle de prévention santé, on parle de parcours géolocalisé qui permet d'avoir un land. Demain, Isabelle sera peut-être propriétaire du land de l'espace sous l'Arc de Triomphe en NFT, et puis elle proposera à Christophe qui voudra faire une exposition avec un artiste, et puis on sera tous présents physiquement pour vivre l'expérience, mais peut-être certains avec leur avatar, et qui permettra de dialoguer avec ce qu'on appelle nous le speak 3D. Voilà comment chez Art & Story et notre Metaverse Fan Art Zone, on voit ces prochaines semaines et prochaines années. On a vraiment souhaité avoir une approche top-down, à savoir avoir des cas d'usage, avoir des clients. On a signé Universal Music en fin d'année. On était ce matin, par exemple, reçu au groupe BPCE dans toute la partie héritage aussi de grands événements sportifs comme Paris 2024. Voilà, on a cette source-là, et encore une fois, n'hésitez pas sur LinkedIn de nous contacter si vous voulez en savoir plus ou creuser. On sera ravis de pouvoir échanger avec vous. Et petite info, on recrute beaucoup en ce moment, donc on serait ravis de pouvoir vous permettre de rejoindre la startup. Merci beaucoup, Cyril. Isabelle, je crois que vous travaillez aussi sur une plateforme de métaverse une plateforme démocratique. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots à propos de ce projet? En fait, oui, effectivement. Justement, l'idée, c'est on travaille là-dessus sur un prototype d'un métaverse avec l'ensemble des partis politiques, donc où un individu pourrait se rassembler, s'exprimer à travers justement l'interconnexion entre le web classique et le web 3D, pour participer à des grandes consultations qui seraient traitées par de l'IA cognitive qui permet justement de reconsolider cette expression individuelle et l'expression collective pour produire de l'intelligence collective, et où chacun pourrait s'informer sur les parties, les propositions, etc., avec bien évidemment de l'interaction. Et donc là, on a une possibilité de pouvoir recréer encore une fois ces espaces démocratiques sans que l'utilisateur soit orienté vers tel ou tel contenu, mais qu'il soit complètement libre à la fois de s'exprimer dans l'application VoxNation pour exprimer ses attentes, ses ressentis, etc., ses priorités, mais aussi de pouvoir débattre avec des personnes dans des grands auditoriums, dans des grandes salles de conférence, et s'informer en accédant de manière très simple à ce que dit Yannick Jadot, par exemple, ce que dit Anne Hidalgo, ce que dit Valérie Pécresse, ce que dit Emmanuel Macron, même s'il n'est pas encore déclaré candidat, mais ça ne serait tardé, je pense, mais voilà, tous les grands, tous les candidats qui sont en lice. Et donc c'est une expérience, je dirais, démocratique qui, du coup, donne un autre sens au métaverse qui est plus, je dirais, vraiment orienté sur l'aspect socialisation et recréer, justement, on parle de démocratie en souffrance en ce moment. Donc, le pari, c'est de redynamiser la démocratie par le métaverse. Merci beaucoup Isabelle pour la présentation du projet. Et je pense qu'on va pouvoir passer à la phase de questions-réponses. Donc, je vais redonner la main à Mevlana pour cette partie-là. Merci Luce, et merci à tous nos intervenants pour ces échanges très constructifs et la démonstration de leur projet. Donc, on va commencer la séquence de questions-réponses. Donc, on va les prendre dans l'ordre du chat. N'hésitez pas, bien sûr, à lever la main si vous voulez poser des questions live. Nos invités, que ce soit Christophe, Isabelle, Pierre-Loup et Cyril, seront ravis d'y répondre. Et also, we are in the question and answer session.
So don't hesitate to speak your question in English to our guest, and they will be very happy to answer to that. So don't hesitate to raise your hand or also write it directly in the chat. On va commencer avec une question de Clara. Et d'ailleurs, Cyril avait réagi directement tout à l'heure dans le chat. Donc, pour vous, Cyril, est-ce que vous pensez que dans 10 ans, nous serons tous actifs dans le métaverse? Je l'ai écrit intergénérationnel et interopérabilité. Nous, on travaille dur là-dessus pour que toutes ces rooms pilotées 100%, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit, j'espère. Le fait que nos clients aujourd'hui, un peu comme sur OnCyber, pilotent 100% leur room, elles sont 100% custom. Ils peuvent en temps réel créer une room, créer des espaces, mettre des objets, mettre des NFT. On a beaucoup de collectionneurs, on a beaucoup de collectionneurs, de galeristes qui utilisent nos rooms pour pouvoir proposer une expérience. Quand vous êtes propriétaire de NFT, d'un CryptoPunk ou autre, comment aujourd'hui vous voulez faire vivre l'expérience, le fait d'être propriétaire au-delà du fait de pouvoir le mettre sur le second marché et de le revendre. Donc voilà, on y croit beaucoup. Là, je suis désolé, il y a vraiment beaucoup de bruit maintenant autour de moi. Je ne sais pas si c'est audible pour vous. Mais voilà, je crois énormément à cette interopérabilité pour que demain, nous, vous créez une room sur FanArtZone, vous puissiez en un clic pouvoir la voir et de la vivre aussi dans un sandbox, un Decentraland ou un CryptoVoxel, par exemple. Bien. Merci Cyril pour votre réponse. On a 3 questions de Lucas qui sont d'ailleurs assez complètes. Est-ce que peut-être que vous pouvez les poser directement en live, comme ça, ça nous permettra directement d'interpeller nos intervenants et notamment sur 3 aspects que vous avez mentionnés dans le chat. Pas de problème. Merci beaucoup pour vos présentations respectives. Donc voilà, alors en effet, j'avais 3 questions et vous avez répondu en partie à celle-ci. La première, c'était, vous avez présenté le métaverse comme un nouvel univers qui est rentré à travers le domaine de l'entertainment. Donc, nous avons en effet le jeu vidéo, nous avons en effet le domaine artistique. Quels sont pour vous, demain, les futures portes d'entrée, les futurs marchés, les futurs secteurs qui vont être affectés? Je pensais par exemple au domaine du coaching ou de l'entraînement militaire. Mais est-ce que vous avez d'autres idées à ce sujet? Et notamment, quelles conséquences sur les relations humaines et sur la politique? Très bien. Merci, Lucas. Peut-être que Pierre-Loup peut répondre à cette question. Honnêtement, je pense, je ne sais pas, en fait, ça c'est la réalité. Parce que si je le savais, je pense que je pourrais en parler assurément pour devenir riche, un peu comme avant que le Bitcoin explose. On se dit souvent, oui, je pense qu'il va y avoir ci ou ça. Là, pour le coup, je n'ai aucune idée. Vraiment pas. J'aimerais vraiment pas bullshiter et dire oui, je pense que. Dans la vérité, c'est que je ne sais pas du tout. Donc voilà, malheureusement. Merci Pierre-Loup. Peut-être que Isabelle, vous avez d'autres éléments, notamment sur les projections sur 5 ans à 10 ans, sur les marchés potentiels concernés par le métaverse. Clairement, il y a des enjeux sur toute la partie consommation, commerce, sur le retail. Ça, c'est des enjeux énormes. Parce qu'effectivement, les shops virtuels et pouvoir voir, échanger dans des environnements immersifs, c'est beaucoup en termes d'impact sur le e-commerce, ça sera assez révolutionnaire, notamment. On voit que Lancôme a ouvert une boutique, alors c'est pas un métaverse, mais c'est une boutique en réalité virtuelle. On voit bien que derrière, il y a des enjeux pour stimuler l'acte d'achat qui sont extrêmement importants. Donc là, toute la partie commerce, donc ça c'est déjà énorme. Il y a des marchés aussi sur la partie formation. Parce que, par exemple, typiquement, sur du coaching, comme ça a été évoqué, je crois, en tout cas, clairement, la mise en situation dans des environnements immersifs va considérablement changer la donne. Et il y a de nouveaux cas d'usage de plus en plus sur la partie formation. Et notamment, il y a de grandes entreprises industrielles sur des choses extrêmement pointues en termes de maintenance, etc., qui utilisent en fait la réalité virtuelle pour reproduire des gestes extrêmement techniques. Donc, on voit bien que ces nouvelles technologies-là ont un impact vraiment très fort là-dessus.
Après, je vous ai cité, mais enfin, le secteur, bien évidemment, culturel, dans certaines voies, bien évidemment, mais en fait, tout sera potentiellement duplicable dans le métaverse. Et c'est d'ores et déjà possible. En fait. Je voudrais ajouter quelque chose. J'ai parlé tout à l'heure du métaverse d'entreprise avec une arrière-pensée très nette sur la dimension industrielle. Et alors, comme je suis responsable du comité économie d'ingénieurs et scientifiques de France, j'ai parlé peut-être trop rapidement du lien entre le métaverse et les jumeaux numériques. C'est quelque chose qui me paraît terriblement important. À partir du moment où on commence à parler d'industrie 4.0, là, je crois que le métaverse est à construire. Alors, je parle, je veux dire, sous vos contrôles respectifs et en particulier d'Isabelle. C'est un champ d'investigation important. Parce que déjà, il y a une réalisation. C'est-à-dire que les jumeaux numériques, je l'ai expliqué, ils font leur chemin. Et l'avantage, c'est de capitaliser à l'occasion du métaverse déjà les innovations existantes. Les innovations dans le domaine de la blockchain, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, je revendique le fait de zoomer très fort sur le métaverse d'entreprises industrielles dans le cadre de la troisième révolution industrielle et de ce qu'on entend par révolution industrielle numéro 3, c'est-à-dire qui place la data au cœur du système. On raffine de la donnée comme on raffinait du pétrole dans la deuxième partie de la deuxième révolution industrielle. Voilà. Très bien. Merci Christophe et Isabelle pour ces éclairages. Donc Lucas avait une deuxième question également aussi sur l'aspect, alors l'expérimentation sociale, collective, sociale et divertissante à travers un avatar existe depuis plusieurs années, notamment dans les MMORPG. Quelles évolutions vont apporter le métaverse sur les relations entre utilisateurs? Comment pourrait évoluer la relation joueur-utilisateur du métaverse vis-à-vis de son avatar? Pourrait-on parler de bisocialisation? Est-ce que Cyril, vous avez un avis là-dessus, notamment parce que vous développez en fait des applications concrètes avec des avatars, et quel est votre avis sur ce sujet? Ouais, alors nous sur la partie avatarisation, on est plutôt sur de la copie conforme d'avatar avec d'autres startups qui le font très bien. Le fait de pouvoir avoir sa copie numérique, on a la startup Silk nantaise par exemple, je pense à eux, où on aurait ça un peu comme sa carte d'identité numérique, donc d'avoir une réplique. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore allés sur un avatar qui est comme un peu Second Life, où on a soit quelque chose de représentatif, soit pas du tout. Donc, je n'ai pas trop d'avis sur l'impact sociologique, éthique et autres sur de l'avatarisation de deuxième personnage dans une nouvelle vie. Nous, on tente d'avoir le vrai personnage. Je vous donne un exemple. Je suis à quelques mètres là, du musée Grévin. Je me rappelle que quand on était petit, nous y allions. Je suis retourné il n'y a pas très longtemps, où c'est un festival de selfie vidéo. Nous, on tente de proposer ces expériences immersives pour voilà, retrouver ce qu'on a dans le réel, dans ce monde immersif, mais on essaie de le caler vraiment à la réalité. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des NFT. J'ai un NFT pur digital et je le mets dans un monde qui semble réel, puisque en réalité augmentée, je mets un NFT que je connecte à mon wallet. Donc, on tente encore une fois, nous, de se rapprocher à la réalité et pas d'être dans un monde complètement virtuel. Mais j'ai bien aimé ce que disait Christophe sur cette partie industrielle où les enjeux sont extrêmement forts. Merci Cyril. Et enfin, dernière partie de sa question. Donc, c'était, alors, aujourd'hui, l'entrée du métaverse est coûteuse et encombrante. Quels sont les moyens d'entrée qui sont envisagés? Donc, ça, c'est une question plus concrète. Donc, peut-être que Pierre-Loup pourra y répondre sur l'aspect pratique de rentrer dans le métaverse. Bien sûr. Alors, en fait, là, on voit bien la couleur de l'événement. C'est qu'en fait, si on regarde réellement le coût d'entrée d'un métaverse, on peut parler des plus connus, hein, Decentraland, Sandbox, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire là, devant moi, j'ai les top capitalisations du métaverse. Il suffit juste d'un ordinateur. Il n'y a pas du tout besoin de casque, etc. Encore une fois, je ne veux pas garder, mais c'est du fantasme. Souvent, on parle de casque, de trucs de fou. On faut juste un ordi, c'est comme un jeu vidéo. Et si c'est relié à la blockchain, c'est mieux. Voilà. Donc là, le coût actuellement, il est gratuit. Il est gratuit. Par contre, après, c'est vrai que si, comme Isabelle a dit, on veut aller dans un monde
réellement virtuel, avec, comme Cyril en parlait, un monde où on a une seconde personnalité, etc. Là, ça va être extrêmement compliqué de faire sans un matériel qui, désolé pour les SMS, ça va être compliqué de faire sans matériel qui est pour le coup extrêmement coûteux. Si dans un éventuel futur, le monde devrait être comme ça, je pense qu'avec, je suis vraiment désolé, je pense qu'avec la production à l'échelle des casques VR, par exemple, ça va se démocratiser, coûter de moins en moins cher. Tout comme aujourd'hui, un smartphone coûte très peu cher, les premiers coûtent extrêmement cher. Donc voilà, si on est dans un monde réellement immersif, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, je pense qu'avec la démocratisation des pièces, ça va se tasser. En revanche, aujourd'hui, actuellement, si on veut rentrer dans un métaverse, c'est quasiment gratuit. Donc voilà mon avis sur la question. Merci Pierre-Loup. Je vais passer à la question de Benoît. Vous avez mentionné le fait que le métaverse serait sûr par rapport aux protections des données d'un point de vue professionnel des entreprises, mais que pensez-vous des potentielles conséquences des personnes individuelles? Le métaverse peut-il causer certaines conséquences, notamment le cyberharcèlement, le vol de données personnelles ou même le remplacement total de la réalité? Donc ça va très bien avec ce qu'Isabelle nous a montré tout à l'heure sur la fusion des identités réelles et virtuelles. Et que pensez-vous sur ce sujet, Isabelle? Alors, sur la question de la protection des données, la sûreté. Donc, là, encore une fois, comme toute infrastructure technologique et comme toute innovation, il y a toujours, in fine, la possibilité de trouver des failles sur la question des données. Donc, ça, c'est des enjeux majeurs, mais je dirais que c'est ni plus ni moins que la retranscription de ce qui se passe actuellement. Après, sur le fait d'avoir un avatar, d'être plus incarné, si je puis dire, je pense que y a, au contraire, il y a une forme d'anonymat qui tombe, en quelque sorte, dès lors que, en fait, quand on est sur un métaverse, il y a deux personnes, mais ils se voient. Donc, déjà, on peut pas, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Donc ça réduit le champ des possibles. Et je pense qu'il y a justement cette barrière psychologique qui fait que justement sur les réseaux sociaux, comme par exemple sur Twitter, le fait d'être anonyme, loin, etc., derrière son écran, il y a une forme de protection qui fait que il y a certains individus qui peuvent aller excessivement loin dans leurs propos. Là, le fait est que dès lors qu'on a tous les sens, la voix, la proximité, etc., je pense que de manière intuitive, en tout cas, des agressions, agresser un avatar, c'est pas franchement. En tout cas, moi, j'ai pas entendu d'avatar qui s'était fait agresser, mais tout est possible, encore une fois. Mais sur cette question-là, non, ça me semble. C'est plus sur la question de la protection des données et qui possédera les données, effectivement. Ça, oui. Mais après, sur les rapports, après, c'est la retranscription sur les rapports humains. Les limites, elles sont imposées par les constructeurs, en fait, de la plateforme. Si demain, il y a quelqu'un qui se met en tête de pouvoir faire un métaverse, par exemple, qui s'est tapé dessus, c'est complètement différent. Mais en tout état de cause, je pense que l'objectif, en tout cas, moi, la vision que je porte du métaverse, c'est justement quelque chose qui soit beaucoup plus inclusif, beaucoup plus démocratique, où il y a une vraie forme de socialisation qui soit vertueuse. Et là, il n'y a pas de possibilité de s'agresser ou autre. Et en tout état de cause, on peut choisir avec qui on discute, avec qui on ne discute pas. Et donc, ça facilite, je dirais, les échanges. Et il n'y a plus cet effet de meute, en fait. Il y a plus cet effet de meute où, justement, on voit sur les réseaux sociaux, il y a cette forme de cyberharcèlement qui a pu mener des fois à des drames humains. Ça limite, au contraire, ce genre de choses. Bien. Merci beaucoup, Isabelle. On a une question de Natacha. Est-ce que vous pensez que le monde réel, et en particulier les ressources limitées de celui-ci, est en mesure d'encaisser le saut énergétique requis par le développement et les conséquences économiques énoncées par le métaverse? Christophe, est-ce que tu aurais un avis là-dessus, notamment sur l'usage des ressources? Je vais faire comme dans les inconnus. Vous pouvez répéter la question? Oui.
Donc la question c'est sur est-ce que en fait l'usage de ressources énergétiques qui sont de plus en plus limitées peut permettre d'encaisser le saut technologique pour aller vers le développement annoncé par le Metaverse. C'est-à-dire qu'on a des gros problèmes avec la blockchain est-ce que ce serait un frein limitant dans le développement lié à ce type de technologie? C'est sûr que alors, la question, elle ne concerne pas uniquement le métaverse. Je passe la main à Isabelle pour la dimension supérieure que j'ignore du métaverse. La réalité, c'est que à court terme, on peut considérer que, bien entendu, la consommation énergétique électrique du nouveau paradigme économique de la troisième révolution industrielle, j'ai bien dit à court terme, mais à partir du moment où on imagine une transformation beaucoup plus globale, on arrive à retrouver un équilibre. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on limite beaucoup de dimensions physiques, à partir du moment où on comprend que les économies d'énergie vont être dans la possibilité d'abord de faire des isolements des bâtiments et de faire que la mobilité va être différente. À partir du moment où on rentre dans ce monde-là, je pense qu'on peut au contraire imaginer des économies d'énergie. Mais j'aimerais que Isabelle complète la réponse que, immodestement, j'ai essayé de donner en improvisant. Isabelle est partie. Je vois Alexis Florentin. Tu peux reposer la question à Isabelle? Activer mon oui. Et Alexis, on prendra votre question juste après. D'accord. Ok, merci. Allez-y. Oui, on parlait d'économie d'énergie. Oui, il y a effectivement les questions énergétiques, on l'a bien vu avec la question de la blockchain, avec ces serveurs qui minaient, voilà, avec des espèces d'usines à minage qui sont très consommatrices énergétiquement. Après, c'est justement tout l'enjeu de réfléchir à ces technologies-là en intégrant la dimension de la responsabilité sociétale et environnementale. Moi, j'ai explicité effectivement plus les enjeux sociétaux, éthiques, voire philosophiques, mais la question environnementale, elle est éminemment extrêmement forte et de plus en plus. Après, les technologies évoluent, donc est-ce qu'elles seront intégrées ça dans à l'avenir, les constructeurs seront-ils intégrés? C'est à ce stade, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse, mais c'est un point majeur. Après, peut-être qu'effectivement, on peut se dire, c'est que il y aura peut-être une forme de rééquilibrage peut-être entre les moindres déplacements. Et mais encore une fois, c'est encore à ce stade très incertain. Merci beaucoup Isabelle. Donc Alexis, vous pouvez poser votre question maintenant. Oui, alors oui, c'était pour rebondir sur une phrase que Isabelle avait dite sur la polarisation des opinions, enfin la polarisation politique. Et je voyais pas en quoi le métaverse pourrait contrecarrer un peu ce phénomène, puisque au contraire, pour moi, il va l'intensifier vu que voilà, c'est beaucoup plus immersif. Et je vois pas la différence que le métaverse pourrait opérer, sachant qu'actuellement, il y a déjà voilà, tous les réseaux sociaux, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour discuter avec n'importe qui. Donc, voilà, c'était ma question. Comment le métaverse pourrait en fait faire que la polarisation politique soit freinée? Je vais répondre. Je pense que la question m'était adressée. Bien sûr. Grande question, merci de la poser. Parce que justement, dans les réseaux sociaux, on peut discuter, mais uniquement d'une manière différente. Dans le métaverse, on va avoir le son, la voix, une sensation de présence réelle. Donc, une sensation de présence réelle, ça change complètement les modes de communication et de rapport à l'autre. Si je vais communiquer, encore une fois, quand j'indiquais communication sur Twitter,
il y a une tendance, et ça c'est très documenté au niveau des chercheurs, il y a une tendance à l'hyperbolisation en fait dans la parole très clivante. Et c'est justement le fait que ça soit clivant que ça va générer des émotions et que derrière, ça va être vu par de plus en plus de personnes. Dans les métaverses, qui est tout à fait envisageable de pouvoir construire, encore une fois, tout dépendra de comment ça sera fait et au même qui ça sera fait. Si on envisage une construction d'un métaverse qui soit totalement, je dirais, qui sorte de la logique des algorithmes, qui vont justement pousser beaucoup plus de contenu polarisant, là, on a une expérience qui est complètement différente et qui justement peut être dépolarisante. Je m'explique. Ça peut être dépolarisant parce que effectivement, on va avoir tous les sens qui vont être mis à contribution. Donc, on va pouvoir parler, échanger, s'informer, sans que un algorithme vous dise voilà ce que vous devez avoir. Il y a eu des choses extrêmement documentées sur l'impact en fait des algorithmes de Facebook qui avaient été changés à certains moments. Ils avaient poussé, l'algorithme avait été changé pour pousser des émotions très négatives en fait. Donc on voyait principalement, vous avez peut-être 5000 contacts dans Facebook, mais vous n'allez jamais voir 5000. Vous allez toujours voir peu ou prou les mêmes, ceux sur lesquels vous interagissez. Et donc ils avaient changé l'algorithme de manière à ce qu'on voit plutôt les émotions négatives. Et bien cette émotion négative-là, elle s'était retranscrite en fait dans le réel, sur la psychologie des individus. Et donc, si je reprends le raisonnement dans un métaverse, justement, où il n'y aurait pas, où il y aurait cette liberté-là de pouvoir aller à la rencontre des uns et des autres, sans être aux prises avec des algorithmes qui ont uniquement comme objectif de vouloir pousser tel ou tel type de contenu pour répondre à des injonctions financières, là, on rentre dans une autre logique qui peut être dépolarisante. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Alors, si je peux me permettre de peut-être rebondir un peu là-dessus, je pense que donc là, en fait, pour que ça soit plus dépolarisant, il faudrait que enfin, tout le fonctionnement d'Internet soit totalement revu, en plus de juste la création d'un métaverse, puisque voilà, toutes ces émotions négatives qui sont mises en avant, c'est parce que ce sont ces émotions-là qui génèrent plus d'attention. Les gens passent plus de temps, sont plus impactés par les émotions négatives. Et donc, c'est pour ça que Facebook fonctionne comme ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi le fait qu'on puisse se parler en réel, qu'on puisse avoir une expérience plus sensible, transforme le fonctionnement complet d'Internet, en fait. De tout ce qui est mis en place pour attirer notre attention. Vous raisonnez à périmètre constant, si je puis dire. Vous dupliquez l'environnement actuel dans le métaverse en vous disant qu'au final, eh ben, la donne ne va pas changer. Et en fait, ce dont on essaye avec Christophe, ce dont on parle, c'est qu'effectivement, dès lors qu'il y a une transformation, les cartes peuvent être rebattues et on peut, en plus de ça, prendre conscience justement des effets et on a toute la latitude pour voir toutes ces problématiques-là dont tout le monde a un exemple, quel qu'il soit, je pense, de l'usage des réseaux sociaux, de ce que ça peut produire, en bien comme en mal. Hein. Encore une fois, moi, je suis absolument pas contre la technologie, mais je pense qu'il ne faut pas raisonner à périmètre constant parce que c'est pas forcément dit que on ne tire pas les conséquences de ce qui a pu se produire. Parce que c'est encore une fois cette concentration aux mains de quelques acteurs fait que il y a des conséquences. Typiquement, dans l'accession au pouvoir de Jair Bolsonaro, WhatsApp a été largement mis à contribution. Il y a eu un espèce d'emballement par rapport à ça. On voit bien que la technologie n'est absolument pas neutre. Mais si on en tire les conséquences, moi j'ai bon espoir que justement on peut faire un outil qui soit dépolarisant et qui permette au contraire de permettre des échanges plus respectueux, plus nourris, de reconstituer une pensée un peu plus complexe. Le swap, quand on swap des vidéos, etc., tout ça a été pensé avec des cogniciciens. Il ne faut absolument pas se leurrer là-dessus. Hein.
toutes les technologies qui sont utilisées, elles sont faites pour capter l'attention. Et j'ai bon espoir que justement, il y ait une prise de conscience et qui permettent de fournir des technologies qui soient justement, au contraire, en faveur d'un plus large accès à la connaissance, d'échanges humains moins polarisés, moins clivants. Et ça, c'est tout à fait possible de le faire, en fait. Donc, et comme ce n'est absolument pas figé, il ne faut pas raisonner à périmètre constant, encore une fois. Je pense qu'il faut vraiment se projeter dans un environnement qui sera demain différent, avec peut-être des acteurs différents. Isabelle, on va prendre une dernière question avant de clôturer notre conférence. Donc, c'est une question de Karan. À partir de maintenant, si on n'établit pas un direct monopole comme c'est le cas pour les GAFAM et le web dans le métaverse, puisque le métaverse n'est pas aussi consolidé comme le web l'est et normé comme le web l'est actuellement, comment vous pensez qu'il est possible de créer des univers parallèles par différents géants de la tech qui pourraient en fait affecter la polarisation sociale et politique et qui pourraient en fait refonder tout le monde social avec des nouveaux entrants qui pourraient directement entrer sur ce marché et qui n'est pas du tout concentré pour le moment. Est-ce que Cyril, vous avez un avis là-dessus? Ah, Cyril, bon. Vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez remettre votre micro? Ouais, désolé, en fait, ouais, je crois que vous m'entendez, mais en fait, j'étais attendu. Ok. On va, alors, on va switcher. Donc, est-ce que... Moi, je voudrais poser une question. Est-ce Oui. que j'ai le droit de poser une question aux intervenants ici présents? Dans le Christophe. domaine, rapidement, je veux dire, je l'ai cité au début, j'ai entendu parler, je n'ai aucune connaissance de personnes très fortunées, genre acteurs de cinéma américains, qui achètent une maison virtuelle et que des gens souhaitent avoir un espace juste à côté. Alors, je comprends, façon blockchain, que ce soit quelque chose de complètement unique et privatif. Mais où est le mode spéculatif ou alors est-ce que c'est une folie et on jette de l'argent par les fenêtres? Je ne peux pas y croire. Où est le mode spéculatif? C'est-à-dire d'attendre quelque temps où il pourra revendre, à la limite faire une plus-value. C'est ça l'idée? C'est pas l'objectif, c'est ça. Après, il y a des gens qui font des folies parce que c'est drôle et parce que ça fait parler dans les médias, comme une vente de NFT de 530 millions qui a été faite. Ouais. Une vraie vente, ça c'est juste pour rigoler, mais on va dire que très souvent le but c'est spéculatif. C'est un super outil en fait d'un point de vue économique parce que tout a une valeur. Avant, les gens n'avaient rien à faire des CryptoPunks ou des Bored Apes, c'est-à-dire les NFT les plus connus. On achète et puis on espère que ça va prendre en valeur. Et plus on en parle dans les médias, plus ça prend en valeur, même si l'objet en lui-même peut être dénué de sens ou d'intérêt. C'est purement spéculatif et ça fonctionne plutôt bien. Donc, si on prend l'opportunité, c'est top. D'accord. Merci. Merci Pierre-Loup. Juste pour répondre à la question de Karan, peut-être que Isabelle, vous pouvez prendre cet aspect. Donc, étant donné que vous avez fait une rétrospective sur le web et que le métaverse, on n'est qu'à ses débuts, et qu'on n'est pas du tout sur une industrie qui est aussi concentrée que l'est actuellement les géants de l'Internet actuel, est-ce que vous pensez qu'il y aurait l'émergence de nouveaux acteurs et que ça pourrait affecter à un horizon de 5-10 ans la polarisation sociale et politique? Je pense qu'effectivement, rien n'est figé à ce stade et c'est ça qui est justement intéressant. Et on voit bien qu'il y a plein d'acteurs qui se constituent. Le fait est que pour construire un vrai métaverse,
c'est des investissements quand même assez significatifs. Comme je le disais tout à l'heure, hein, l'arrivée des GAFAM au regard de leur puissance technologique, économique, etc., ça va rebattre les cartes. Il est très difficile à ce stade, on ne peut que identifier des scénarios, hein, comme je le disais, c'est très difficile à ce stade de pouvoir dire ce qui va émerger et sous quelle forme. On peut que extrapoler par rapport à l'existant, mais il y a des acteurs qui ont des avantages comparatifs de différentes mesures. Par exemple, les acteurs du jeu vidéo, ils ont des avantages parce qu'ils maîtrisent justement l'environnement immersif. Les acteurs comme Facebook ont un avantage comparatif par rapport à la taille critique de ses utilisateurs. Et d'autres acteurs ont un avantage comparatif parce qu'ils vont être beaucoup plus disruptifs et apporter quelque chose et qui auront compris le sens de ce que sera ce futur métaverse. Après, sur les enjeux sociétaux, encore une fois, les usages d'aujourd'hui et ceux de demain, ils évoluent au fil du temps. À l'origine, Facebook, quand ça a été créé, c'était un réseau pour échanger avec des amis dans les universités, etc. Ça a complètement été bouleversé et en soi, ça interroge sur le lien en fait entre les usages et le modèle économique en fait. Le modèle économique de la gratuité et de la vente de données ciblées, le profiling d'utilisateurs, il est absolument pas neutre en fait. Et c'est un petit peu une question qu'il faut d'ores et déjà se poser en fait sur justement cet impact des algorithmes et du ciblage et de la maîtrise de ce qu'on est jusqu'à ce que l'algorithme nous connaisse mieux que ce que nous pouvons nous connaître. Donc, c'est vraiment des questions auxquelles, à ce stade, on n'a pas de réponse puisque les acteurs sont en train de prendre chacun essaye à coup d'annonce de prendre la place sur le marché. Merci beaucoup Isabelle. Donc, on arrive à la fin de notre conférence. Donc, on tient spécifiquement à remercier tous nos intervenants. Donc, Christophe, Isabelle, Pierre-Loup et Cyril pour leur participation et les échanges de très grande qualité qui ont pu avoir ce soir. Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, Facebook et Instagram pour nos prochains événements, dont une suite qui sera prévue en mars sur le métaverse et la santé. Et pour la suite des événements, donc n'hésitez pas à nous suivre. Et vous avez aussi les contacts de nos intervenants directement présents ici avec leur QR code pour scanner leur profil LinkedIn ainsi que leur adresse email. N'hésitez pas à les contacter si besoin. Et pour faire suite aux prochains événements et améliorer le processus continu, nous enverrons un questionnaire de satisfaction à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à remplir le feedback. C'est super important pour nous pour améliorer la qualité des conférences. Et nous vous souhaitons donc une très bonne soirée. Merci à tous pour la qualité de votre participation et pour les échanges fournis. Et rendez-vous au mois de mars pour notre prochaine conférence débat. Merci à tous. Et félicitations aux organisateurs. Merci. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.